Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Ma Première Fois, diffusé et réalisé par RH Performance. RH Performance, le cabinet qui recrute, qui forme, qui anime des séminaires et qui accompagne les entreprises dans leur outplacement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis. Comment vas-tu, Alexis ? Ça va très bien, bonjour Hervé. Ravi de te recevoir ici dans ce podcast, on est vraiment ravis. Pour les petites histoires, Alexis, on se croise depuis un certain nombre d'années dans des réseaux d'entrepreneurs, notamment dans le nord de la France. Et on se croise aussi sur le vélo et puis dans un lieu où on achète des aliments, un petit lieu bio, on achète des aliments pour notre famille, c'est ça je crois ? Ouais, tout à fait. Ouais. Pourquoi j'en parle ? Parce que je pense que ça te suit depuis très nombreuses années. Alexis, si tu devais te présenter en 2-3 minutes, tu me dirais quoi ? Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est il y a tes études, ton début de carrière, et si tu es d'accord, parler de ta première expérience entrepreneuriale. Ouais, tout à fait. Alors, en 2-3 minutes, j'ai 58 ans, j'ai créé et je dirige Avril, donc une entreprise de cosmétiques bio que j'ai créée il y a 13 ans. Et j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale à la fin de mes études. À 21 ans, j'ai créé une première entreprise. Ouais. Une entreprise dans le linge de maison, donc ça n'avait rien à voir avec la cosmétique, mais c'était un peu une histoire familiale. Et j'ai essayé de développer cette entreprise, mais je n'ai pas réussi. Donc au bout de 4 ans ou 5 ans, j'ai arrêté parce que je n'arrivais pas à la rentabiliser, à la développer. Est-ce qu'on peut dire que tu arrives sur le marché de l'emploi après un premier échec entrepreneurial ? Ah bah complètement, parce que c'était un échec. J'avais l'objectif de la faire réussir et je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif. Donc, d'où vient cette envie d'entreprendre ? Parce que tu finis tes études à 21 ou 22 ans et tout de suite tu te lances dans le grand bain. Elle vient de où cette flamme entrepreneuriale ? Alors, elle vient bien sûr du goût de la liberté, de pouvoir faire ce qui me plaît selon mes convictions. Aussi pour essayer de résoudre un problème que j'identifie, où je me dis si j'entreprends, ça sera mieux que si je ne le fais pas. Ouais. Donc il y a aussi cette motivation. La fameuse pain des Américains, comme ils disent. Ouais. Donc tu as cette première expérience entrepreneuriale, hein, comme disent les Américains, on apprend aussi de ses échecs. Ouais. Et là, tu rejoins une grande entreprise que tout le monde connaît, c'est le groupe Auchan. Oui, tout à fait. Et tu vas y passer 17 ans. Exactement. Rapidement, c'est quoi les postes que tu occupes ? Et puis, qu'est-ce qui va naître chez toi au travers de cette expérience Auchan ? Oui, alors, je suis embauché au début pour être acheteur à la centrale d'achat. Je passe d'abord 1 an en magasin comme chef de rayon. Passage obligé. Voilà, et c'était très chouette d'ailleurs. Et après, donc je fais mon travail d'acheteur dans l'alimentaire. Hein. J'achetais les produits traiteurs, donc les plats cuisinés, les pâtes fraîches, etc. Après, je deviens chef de groupe, donc toujours dans l'alimentaire, sur le traiteur, la charcuterie, le fromage. Et au bout de, je sais plus, en 2000-2001, je change complètement de secteur. Et là, je passe sur le secteur qui s'occupe de la mise au point des produits Auchan et en non alimentaire cette fois. Donc sur tout ce qui est bricot, jardin, déco, etc. Et puis encore quelques années plus tard, je m'occupe de ce qu'on appelle le DPH, c'est-à-dire les produits d'entretien pour la maison, la cosmétique, les soins pour les bébés, et un secteur que je ne connaissais pas et que je découvre. Et c'est là que j'ai connu ce marché de la cosmétique notamment. Voilà, donc c'est ça en gros mon parcours. Quel constat tu fais quand tu découvres ce marché après quelques années ? C'est le fameux marché DPH, comme on dit en grande distribution. C'est quoi ton constat, ta découverte quand tu mets les pieds là-dedans ? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je suis assez écolo de sensibilité et je découvre que sur ce marché, il n'y a pas du tout cette préoccupation. Donc moi, j'essaie de contribuer à ça. Par exemple, je lance des produits Auchan pour la maison avec l'écolabel européen pour qu'ils soient moins polluants. À marque Auchan, toujours les dentifrices, ils sont vendus dans un tube sans étui carton en plus autour. Et je vois que ces préoccupations, elles ne sont pas du tout partagées par les industriels, par les marques. Voilà, donc ça, c'est un constat. C'est ça qui te heurte, c'est la réponse des industriels, en tout cas
cas, le positionnement. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, parce que pour eux, le marketing, c'est plus important que l'environnement. Et ça me. Quand on a préparé notre rendez-vous, tu me disais que tu as bataillé, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, avec les grandes marques de dentifrice pour qu'ils vendent leurs produits sans la petite boîte en carton. Oui, exactement. Et comment ils ont réagi, tu me disais? Ah oui, alors tous les ans, je leur disais aux 3 grands acteurs du dentifrice, les marques, c'est Signal, Colgate, Oral-B, je leur disais, mais enlevez les tuyaux en carton autour de vos tubes de dentifrice, parce qu'ils servent à rien. Les gens, quand ils arrivent chez eux, ils les enlèvent, ils les jettent à la poubelle. Ça pourrait représenter... c'est énorme. Quand on fait le calcul, il y a 70 millions de Français qui utilisent en gros 10 dentifrices par an. C'est 5 000, 7 000... tonnes de carton par an inutiles. Donc je leur disais, mais enlevez ça, et en fait, ils n'ont jamais voulu. Comment tu vis ça en tant que... À l'époque, tu étais intrapreneur, parce que tu étais chez Auchan, tu t'es pas encore lancé. Tu as cette sensibilité écolo, cette sensibilité entrepreneuriale. Comment tu réagis face à ces postures? Ça me révolte, parce que, en fait, c'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire que pour eux, le marketing, la visibilité, c'est plus important que l'impact environnemental. Alors qu'ils habitent aussi sur cette planète, donc ils auraient pu s'en préoccuper. Et est-ce que quelque part, sans le savoir, ils sont en train de te rendre service? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de donner des ficelles pour ton futur projet? Oui, c'est sûr que moi, quand je vois ça, je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse à mon échelle pour corriger ces dérives que je trouve pas justes, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une petite machine qui se met en route à ce moment-là chez toi? Tout à fait. Tu peux un peu développer cette partie? Oui, complètement. En fait, je me dis, donc il y a ça, et puis je vois que la cosmétique bio, ça se vend très peu. C'est de l'ordre de 1% des ventes. Et or, les produits bio sont meilleurs pour l'environnement, évidemment, puisque les ingrédients sont naturels et les plantes qui sont dans les formules sont issues de l'agriculture bio, donc bien meilleurs pour l'environnement. Est-ce que c'est meilleur pour le consommateur? Alors, c'est aussi meilleur pour ta santé, pour ta peau, parce que si tu mets des produits chimiques sur ta peau, elle va a priori réagir moins bien que si tu mais des plantes. Bon, c'est pas la question la plus pertinente que j'ai posée ces dernières années. non, mais si, tu as raison, parce qu'il faut aussi le dire. Et du coup, je me dis, mais comment ça se fait que ça se vende si peu alors que c'est quand même bénéfique? Et je me rends compte que c'est une histoire de prix. C'est-à-dire que comme ça coûte plus cher à produire, c'est vendu plus cher. Et les gens, ils font attention, c'est normal, à leur porte-monnaie. Et donc, ils continuent à acheter des produits conventionnels parce que c'est plus abordable pour eux. Et ça, évidemment, ça ne me va pas. Je me dis, alors quelle solution on peut trouver pour développer ces produits bio? Et en fait, je me rends compte que ce qui crée la cherté des produits cosmétiques, c'est un modèle économique qui, pour la plupart des marques, consiste à dépenser beaucoup d'argent pour le marketing, la pub, la communication, des égéries, des distributions d'échantillons, etc. Et qui les amène donc à vendre leurs produits relativement chers pour pouvoir financer tous ces coûts de marketing. Et donc je me dis, si on adopte un autre modèle économique, l'inverse en fait, si on supprime tous ces coûts, on pourra proposer des produits bio qui certes coûtent un peu plus cher à produire parce que les ingrédients sont naturels, à un prix pour autant qui deviendra plus accessible parce qu'on aura besoin de moins de marge que si on avait toutes ces dépenses. On peut dire quelque part que le secteur d'activité, de par ses positionnements, ses fonctionnements peut-être aberrants, quelque part te donne des bonnes idées pour créer ta société. Oui, exactement. Mais avant ça, avant de créer ta société, tu as proposé l'idée en interne. Oui, tout à fait. Je trouve ça très drôle, c'est que ton idée, même le nom Avril, tu l'as déposé en 2005. Oui, en 2005. Et ta société, tu l'as créée en 2011. Exactement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te dis, tiens, j'ai une super idée de création d'entreprise, mais tu te dis, je vais la créer avec mon employeur? Oui, exactement, parce qu'en fait, l'idée, c'était de créer Avril, donc, de créer des boutiques qui proposent les produits Avril, mais évidemment, ça demande des investissements importants. Et moi, j'ai pas les finances pour le faire. Et donc, je vais voir mon employeur, je prends rendez-vous avec le fondateur d'Auchan, avec Gérard Mullier, et puis je lui présente l'idée. Et puis, il m'envoie voir une autre personne, puis une troisième personne. Et en fait, le projet n'a pas abouti. Et du coup, comme j'avais bien conscience que je ne pouvais pas le faire tout seul, j'ai abandonné l'idée. Et donc, je suis resté... J'étais très heureux chez Auchan. J'aimais bien mon boulot, j'aimais bien mes collègues, ma mission, etc. Alors, qu'est-ce qui fait que le projet, tu l'as vendu en interne? Oui.
on t'a dit non, Ouais. t'es reparti dans ton quotidien, et qu'est-ce qui a fait que quelques années plus tard, ils reviennent encore? Bah parce qu'en fait, Il y a une sorte d'obsession. Ouais. Non, mais le problème n'était pas résolu. Ouais. Et puis, les années passant, je me disais, mais en fait, l'idée était bonne, quoi. C'est dommage de pas la mettre en œuvre. Et donc, j'ai commencé à y réfléchir début 2011, à rencontrer des gens pour en parler, pour échanger. Et c'est là qu'un de mes amis me dit, mais pourquoi tu veux ouvrir des boutiques? Effectivement, ça coûte très cher, ça demande beaucoup d'investissement. T'as qu'à juste créer un site internet. Et c'est beaucoup moins de dépenses. Et c'est cette idée du création de site internet qui fait, où tu dis, j'y vais, je me lance. Exactement. Ouais. Je revois le modèle économique, je me dis, ah bah effectivement, je peux le faire avec l'épargne que j'ai accumulée dans cette entreprise, avec l'épargne salariale, et puis en sollicitant aussi des amis qui vont devenir du coup associés dans l'aventure et qui vont aussi investir. Et donc ça devient possible parce que moins cher en investissement. Qu'est-ce qui fait, si je fais le calcul, tu dois avoir une quarantaine d'années, tu as une maison, tu as des enfants qui font peut-être des études, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu quittes cet environnement qui a ses avantages et inconvénients, mais tu quittes un environnement sécurisé, tu as un salaire, tu as une voiture, tu as un plan d'épargne logement, tu as tout ce que tu veux, un titre, on peut tout imaginer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu lâches tout ça pour se lancer dans le gros saut de l'entrepreneuriat et j'imagine être au chômage pendant 1 an et demi, 2 ans et rétrécir la voilure, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on lâche tout? Eh ben, la conviction que c'est important d'agir à son échelle. Voilà, donc je me dis, bah, il faut que je le fasse parce que ça me tient à cœur, parce que je pense que ça peut marcher. Évidemment, c'est indispensable que ça fonctionne, que ce soit rentable, sinon on n'arrive à rien. Voilà, donc j'y crois et j'y vais. Et puis j'ai confiance en moi. Si je me dis, bon, bah, si j'échoue, j'ai déjà échoué une fois, je rebondirai quand même. Voilà. Je voulais réagir, tu as employé peut-être inconsciemment plusieurs fois le terme « il faut que ». Concernant ce projet, je l'associe à une sorte de devoir, une sorte de mission. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a ce côté-là dans le projet d'Avril? Bah, disons que moi, je suis assez écolo et j'ai conscience de cette urgence environnementale et de la nécessité d'agir. Et donc, je me dis, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Et si je peux faire quelque chose, oui, il faut que je le fasse. Parce que pourquoi j'agirais pas? C'est mon rôle aussi, finalement. Donc, 2011, tu quittes Auchan avec ta petite épargne. Et puis tu te lances. Et puis je crois que les premières années, c'était pas Steve Jobs dans son garage, mais on n'en est pas loin, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, comme j'ai eu cette idée un peu saugrenue de ne rien dépenser pour la communication et la notoriété de la marque, bah, ça marche très bien, elle est absolument inconnue. Bravo. Ouais, super. Et du coup, sur notre site internet, bah, on vend rien, quoi. On a 1 commande par jour, 2 commandes par jour les beaux jours. Donc c'est un peu difficile. Alors tout de suite, j'essaye un deuxième canal qui est les magasins bio, les pharmacies, les sites internet de cosmétiques bio. Donc j'essaie de leur proposer nos produits. Donc pareil, personne n'attendait avril avec des étagères vides en attendant que mes produits arrivent. Donc c'est difficile de les convaincre, mais voilà, donc un après l'autre, quand même, je réussis à avoir quelques revendeurs. Mais effectivement, les débuts sont difficiles et voilà, on est déficitaire 1 an, 2 ans, donc c'est un peu d'inquiétude. Comment tu vis ce moment-là où tu as quitté, tu avais un gros poste, tout ce qui va avec, tu te retrouves dans ton garage, je crois que tu m'as dit qu'au début vous étiez 3, 3 pendant 2-3 ans, etc. Comment tu vis ce moment de doute, le business ne marche pas ou pas assez il y a des ventes, ok, mais vous êtes déficitaire. Le modèle ne marche pas. Exactement. Est-ce que tu es dans une période de doute ou... Oui, complètement. Ouais, c'est vraiment inquiétant parce que je me dis, mais quand est-ce que ça va décoller? Est-ce que ça va décoller? Donc, il y a ce mélange d'inquiétude, mais aussi d'optimisme parce que mes associés, ils sont très encourageants. Ils disent, ok... ça marche pas comme prévu, mais persévérons. Enfin voilà, faut continuer à essayer. Le rôle des proches dans ces périodes de doute, est-ce que si on fait un petit chemin en arrière,
J'espère qu'ils t'ont aidé, parce que si je te pose la question. Oui. Et je trouve que les proches peuvent avoir un rôle prépondérant dans Ouais, ces ouais, situations-là. tout à fait. Ouais, tout à fait. Oui, encore une fois, mes associés, ils ont été hyper positifs, quoi, alors que franchement, c'était pas reluisant au début. Ouais. Et donc voilà, mélange d'inquiétude et quand même d'espoir. Et donc je persévère, je continue. 2011, tu te lances, des années un peu difficiles au début, Mm. peut-être un business qui se cherche, etc. Et tu me disais, le point de bascule, si je peux l'appeler comme ça, c'est 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé avant 2016, c'est que 2011, 2012, 2013 déficitaire. À partir de 2014, on arrête de perdre de l'argent, donc c'est une bonne nouvelle. 2015, on devient bénéficiaire. 2016, on va l'être aussi. Et à ce moment-là, je me dis, maintenant qu'on a les moyens d'ouvrir une boutique, faisons-le, puisque c'était l'idée du départ. Et en plus, on était très sollicité par des gens qui disaient, mais moi, j'ai envie d'utiliser vos produits, mais j'ai besoin d'abord de les essayer. J'ai besoin de savoir si le fond de teint correspond à ma carnation, si le gel douche sent bon, si la poudre, elle tient bien. Sur Internet, évidemment, on n'offrait pas de solution à ce besoin. Et chez nos revendeurs, ils n'avaient jamais toute notre gamme de produits, ils n'avaient pas toujours des testeurs pour les essayer. Donc on se dit, il faut qu'on ouvre une boutique. Et donc on décide d'ouvrir, fin 2016, une boutique dans le Vieux-Lille, près de notre bureau, pour qu'on puisse y être tous les jours et puis ajuster le modèle. Et en fait, ce qui s'est passé d'assez magique, c'est que le jour où on a ouvert cette boutique, elle a été remplie de clients tout de suite. Comment tu l'expliques, ça ? Alors, ça, tu fais rêver beaucoup de... Oui, alors effectivement, moi j'étais surpris, je m'y attendais pas du tout, mais je l'explique par deux choses. La première chose, c'est que on avait un début de notoriété locale, parce que ça faisait 4 ans qu'on existait, qu'on était revendu un peu dans des magasins bio de la métropole lilloise, puis que par réseau, il y avait des gens qui connaissaient Avril, et donc ça faisait une partie de la clientèle du magasin. Et l'autre raison, c'est l'emplacement. En fait, l'emplacement, il est très bon. C'est rue Équernoise, pour ceux qui connaissent Lille, c'est la meilleure rue commerçante du Vieux-Lille. Donc, des gens passent devant, voient une boutique de cosmétiques bio, ils sont curieux et entrent. Voilà, donc c'est important d'avoir un très bon emplacement. Donc c'est ces deux facteurs qui expliquent le... Pourquoi Avril ? Pourquoi ce mot Avril ? Pourquoi Avril ? Parce que quand j'étais enfant, dans notre jardin, chez mes parents, à Tourcoing, il y avait un magnolia. Et au mois d'avril, c'était le moment de la floraison. Et on adorait, avec ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, ce moment. On était émerveillés, en fait, par la beauté de cet arbre qui trônait au milieu de notre jardin. Et donc, quand je cherchais une idée de nom pour mon entreprise, pour ma marque, ça m'est venu comme ça, parce que pour moi, ça évoque vraiment la nature, quoi, le printemps, la floraison, les parfums qui reviennent. Voilà, donc je trouvais que c'était très évocateur de la cosmétique bio. Avril, quelques années plus tard, donc 2016, première boutique. Oui. Nous sommes en 2025, 9 ans plus tard. Oui. Je crois que vous êtes quoi ? 70 boutiques ? 62, on sera 70 à la fin de l'année. Donc 70 à la fin de l'année. Oui. Donc une sacrée progression. Oui. Et vous étiez 3 en 2016 ? Exactement. Ou 2011 en tout cas. Oui. Vous êtes combien aujourd'hui ? Oui, on était 3 en 2016 jusqu'à ce qu'on embauche l'équipe de la première boutique. Et aujourd'hui, on est 250. Alors 250, c'est surtout dans les boutiques qu'on est nombreux, puisque sur nos 62 d'aujourd'hui, on en a 52 en propre. Et c'est 3-4 personnes par boutique. Donc ça fait un peu plus de 200 dans les magasins. Et puis au siège, on est 30. Et dans l'entrepôt, on est 10 pour préparer les commandes. Ok. Il y a une question qui me taraude. C'est souvent, on aime bien mettre les mondes en opposition. Oui. Est-ce qu'on peut, Alexis, faire du business, être profitable, être en croissance, et en même temps respecter la nature, avoir des engagements écolos, sociétaux, sociaux, etc. Est-ce que les deux sont conciliables ? Alors oui, c'est conciliable. Enfin, nous, en tout cas, on réussit à le concilier. En fait, dans les actions qu'on peut mener pour l'environnement, il y en a plein qui sont plus économiques que si on ne le faisait pas. Par exemple, le fait que dans nos boutiques, on ne donne pas un sac marqué Avril
pour faire de la pub dans les rues, c'est plus économique que si on les distribuait. Donc il y a des choses comme ça faciles. Ou le fait qu'on ne distribue pas d'échantillons pour faire essayer les produits, c'est plus économique que si on en distribuait. Donc il y a des choses plus économiques. Il y a des choses qui sont effectivement un petit peu plus chères. Par exemple, depuis 6 mois, on a réussi à transporter plus de la moitié de nos approvisionnements de la part de chez nos sous-traitants jusque notre entrepôt à côté de Lille en train, alors qu'avant on le faisait en camion. Ça coûte un petit peu plus cher. Mais on se dit, vu l'impact carbone que ça a de passer par le train, ça vaut le coup. Et puis c'est un tout petit peu plus cher, donc économiquement c'est pas insupportable. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut faire sans que ça mette en péril l'équilibre économique de l'entreprise. Si tu avais une sorte de baguette magique, ça fait un peu Miss France, je suis désolé, qu'est-ce que tu aimerais réussir à changer dans ton business model ou dans le monde de la cosmétique, quelque chose qui pourrait t'irriter? Alors, nous, on rêve, par exemple, d'être zéro déchet, donc de plus avoir d'emballage finalement, ou avoir que des emballages qu'on pourrait réutiliser éternellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Tu vois, quand tu t'entres dans une boutique Avril, tu vois des jolis tubes avec des belles couleurs, ok, mais qui sont encore en plastique. Et ça, évidemment, ça me va pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution technique pour changer les choses. Donc si j'avais une baguette magique, j'inventerais la solution qui permet de s'en passer. Est-ce que dans le monde de l'entrepreneuriat, être militant, c'est quelque chose qui s'entend? Est-ce que tes alter ego qui sont dans d'autres secteurs d'activité, ce positionnement militant, engagé, etc., il est accueilli comment? Alors, plutôt bien. En fait, il y a deux aspects du militantisme. Est-ce qu'on est donneur de leçons? Est-ce qu'on dit aux autres comment ils devraient faire et est-ce qu'on les critique pour ce qu'ils ne font pas? Donc ça, j'essaie de ne pas l'être parce que c'est jamais bien accueilli. En fait, ça sert à rien, c'est pas productif. Donc si on est frustré, ça sert à rien de l'exprimer en critiquant les autres. Et il y a un autre aspect qui est faire des choses auxquelles on croit avec joie, avec plaisir. Et juste le dire, voilà, moi j'ai fait ça et je suis super content d'avoir réussi telle avancée. Je parlais du train par exemple tout à l'heure, ou le fait qu'on donne 1% à des associations de l'environnement, 1% de notre chiffre d'affaires parce qu'on adhère à 1% for the planet. Ça c'est des choses que je dis, que je communique volontiers et qui, j'espère, sont un peu inspirantes et donnent envie aux entrepreneurs d'agir aussi. Donc voilà, c'est cet aspect-là que j'aime bien développer. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou des projets entrepreneuriaux qui t'inspirent, que tu aimes suivre, que tu aimes regarder en disant tiens, ce qu'ils font, je trouve ça génial, telle entreprise a pris tel engagement ou tel projet? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a plein. Je peux en citer plusieurs. Il y a par exemple là, ici dans le Nord une entreprise qui s'appelle Pocheco, qui a complètement qui a complètement fait basculer son modèle et qui est vraiment exemplaire sur les aspects environnementaux et sociaux. Il y a une petite boîte qui fait du meuble qui s'appelle Dizzy, qui fait du meuble upcyclé, et donc c'est vraiment super chouette ce qu'ils font. Il y a un autre entrepreneur du Nord qui s'appelle Hubert Mott qui fait des ceintures en pneus de vélo. Enfin, il y a plein d'initiatives très chouettes qui fleurissent. C'est sympa. Si tu avais envie d'aller encore plus loin dans ton modèle, tu parlais des emballages, est-ce qu'il y aura un modèle ultime auquel tu dis tiens, pour aller au bout du bout, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Sachant que vous êtes déjà très engagé. Il y a plein de choses à faire. Puis je parlais de plus avoir d'emballage tout à l'heure. C'est sûr qu'on n'y est pas. Il y a encore beaucoup de travail et de solutions techniques qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui pour y arriver. Et donc, on rêve de le faire. On rêve aussi de supprimer notre empreinte carbone, donc de plus émettre de CO2. Donc, on a fait plein de choses pour ça. Je parlais du train, mais aussi, nous, dans l'entreprise, on ne prend jamais l'avion. Par exemple, on a ouvert une boutique à Madrid. J'y suis allé l'année dernière pour rencontrer l'équipe et les clientes. J'y suis allé en train. Enfin voilà, donc il y a plein de choses qu'on fait, mais on a encore tellement de choses à faire pour y arriver que voilà, on a encore du pain sur la planche. Comment embarquer les entrepreneurs plus là-dedans pour être également entrepreneurs? J'en vois de plus en plus sensibles à ces sujets, mais j'en vois encore un certain nombre être sur des positions de dire pourquoi changer, etc.
Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire avec ta vision de l'entrepreneuriat pour essayer de les sensibiliser, essayer de les faire basculer, non pas quitter les côtés obscurs, on n'en est pas là, mais les embarquer un peu plus? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est plus en inspirant, en montrant ce qu'on fait, et puis surtout en montrant que ça apporte beaucoup de joie. Enfin, moi, j'adore toutes les avancées environnementales qu'on fait. Ça me réjouit systématiquement. Alexis, tu m'as parlé de tes engagements environnementaux. Vous prenez plus l'avion, vous allez en train. Il y a des envies de changer des emballages. Et en interne, c'est quoi les marqueurs forts de l'histoire d'Avril? Oui, alors il y a un élément qui est hyper important chez nous, c'est qu'on est une entreprise libérée. Donc ça veut dire que ce sont les salariés qui décident. Alors des exemples, j'en ai plein. Il y en a un qui est assez... que je prends souvent parce qu'il est assez facile à comprendre. Dans mon équipe, sous ma responsabilité directe, il y a l'équipe des produits. C'est elle qui décide quel produit on va lancer. Donc, elle ne me demande jamais mon autorisation pour lancer un spray fixateur de maquillage ou une base de teint illuminatrice, à juste titre, parce que je serais bien embêté pour leur dire « Ah bah oui, je trouve que c'est une bonne idée ». En fait, elles font de la veille concurrentielle, elles sont au courant des innovations techniques parce qu'elles rencontrent nos sous-traitants, elles sont au courant des tendances, donc c'est normal que ce soit elles qui décident. Et en fait, ce que je dis là pour les produits, c'est vrai dans tous les domaines de l'entreprise, et ça c'est très chouette parce que ça crée une vraie motivation. Tout le monde préfère avoir des idées et pouvoir les mettre en œuvre facilement plutôt que juste exécuter les décisions de son chef. Donc ça c'est très important chez nous. L'entreprise libérée, pour l'avoir mis en place aussi chez nous, elle a été beaucoup décriée quelques années plus tard. Qu'est-ce qui fait que ça marche, l'entreprise libérée, dans ton entreprise en particulier? Oui, alors effectivement, en fait, ce mot libéré, il décrit pas tellement ce que c'est, parce qu'on croit que c'est la foire, que tout le monde peut faire ce qu'il veut, n'importe comment. Autonome, on va plus parler d'autonomie. Oui, c'est difficile de trouver le bon mot, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette liberté, elle est à l'intérieur d'un cadre donné. Et c'est très important de bien définir le cadre pour que justement ses collègues sachent que tant qu'elles sont dans le cadre, elles ont la liberté totale d'agir. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut fixer un cadre. On peut dire il y a des règles et tu dois te conformer à ces règles. Parce que ce qui peut être compliqué, c'est pour les managers dans une entreprise libérée qui pourraient croire que elles ne peuvent pas donner de cadre à leurs collaborateurs ou collaboratrices. Voilà. Mais donc oui, on peut. Et une fois qu'on a fixé le cadre, on est libre. Il y a une liberté à l'intérieur du cadre. Exactement. Tu serais prêt à faire marche arrière? Ah bah jamais. Et puis je peux te dire un truc, c'est que mes collègues, elles seraient pas prêtes à ce qu'on fasse marche arrière. Et elles me le disent. Elles me disent, mais maintenant que que je connais une entreprise qui fonctionne comme ça et que j'ai goûté au bonheur de travailler dans une boîte comme ça, jamais j'irai dans une entreprise où juste je vais exécuter des ordres qui ne me semblent pas pertinentes ou aller dans le mauvais sens, etc. Qu'est-ce qui t'a fait basculer sur ce choix de quitter le modèle un peu pyramidal qu'on a tous connu, vers ce modèle-là? C'est quoi le déclic? Alors, il n'y a pas eu de déclic parce que moi, je suis plutôt à l'aise avec ça. J'aime beaucoup. J'ai pas envie de me mêler de tout. J'ai pas envie de décider de tout. Ça me va de laisser mes collègues décider. Et en fait, dès le démarrage d'Avril, ça a été comme ça pour une raison simple. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on était 3 personnes au début. Donc, il y avait une préparatrice de commande, une responsable du web et moi. Mais moi, le web, j'y connais rien. Et encore moins à l'époque. Là, je m'y connais un petit peu plus, mais à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Donc, naturellement, elle avait la liberté d'agir dans son domaine, puisque moi, je n'étais pas en mesure de lui dire ce qu'elle devait faire. Voilà, donc j'étais capable de discuter du résultat attendu, de à quoi je voulais que notre site internet ressemble, etc. Mais pas comment elle devait faire, comment elle devait s'organiser, ce qu'elle devait faire, etc. Donc, dès le début, on a été organisé comme ça, avec cette grande confiance, cette autonomie, et ça a très bien marché. Donc quand on a grandi, c'est resté un peu le mode de fonctionnement. Et en fait, au démarrage, je ne savais pas ce que c'était qu'une entreprise libérée. C'est qu'à partir de 2017-2018,
que j'ai commencé à en entendre parler, à avoir un intervenant dans mon club APM qui m'en a parlé, à lire le fameux bouquin de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organizations, qui explique ce que c'est ce qu'il appelle une organisation opale, et donc une entreprise libérée. Et c'est là que j'ai plus conceptualisé l'idée, mais elle était déjà en place chez nous. On arrive tout doucement au terme de ce podcast. Je pense que je te réinviterai dans quelques années pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Ton rêve pour avril, c'est quoi ? Alors, mon rêve, c'est de réduire à zéro notre empreinte environnementale, voir si on y arrivait à avoir une empreinte positive. Tu vois, sur du régénératif. Voilà. Ouais. Alors, je veux pas le dire parce qu'on n'y est tellement pas que on va pas dire on va y arriver, on n'en sait rien. Mais ça serait vraiment le rêve ultime. Donc voilà, on met beaucoup d'énergie pour ça. On n'en parle pas parce qu'on ne le fait pas, donc ça serait du greenwashing de le dire, mais on aimerait vraiment y arriver. Ouais. Alexis, merci. Merci à vous. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'aurait pas abordé, que tu auras envie de nous partager ? Écoute, qu'est-ce que je pourrais partager ? On n'a pas beaucoup parlé de produits, on a parlé d'emballage. Et en fait, voilà, je voudrais juste dire qu'on est vraiment, on concentre nos énergies chez Avril sur les produits pour les rendre les plus sains et les plus et les meilleurs possibles pour l'environnement. Tu vois, là, on creuse le sillon des recharges, qui est un concept auquel on croit beaucoup. On va encore lancer des nouvelles formes de recharge, et donc c'est très chouette parce que tout ça met en joie tout le monde, quoi, quand on avance sur ces sujets. Et ça se voit et tu l'incarnes. Je trouve cet engagement, ce militantisme, il est beau. Et puis, je pense que tu as pu nous partager la manière dont on peut effectivement concilier le business et les engagements forts. Alexis, merci beaucoup. Merci Hervé. Ouais.